Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Éléments de langage, un podcast maintenu et animé par Driss Red. Sujet du jour, l'Amazonie, un enfumage bien français. Comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Un progressiste, et surtout un président progressiste, sautera toujours sur la moindre occasion pour diaboliser autrui, le traîner dans la boue et au passage servir des intérêts occultes, sinon c'est pas drôle. Et chasser le naturel, il revient au galop, ça c'est vrai aussi pour le peuple français. Le peuple français pour lequel j'ai un attachement viscéral, je pense que j'en ai fait la preuve par le passé et que je continue à le faire. Donc ce peuple français aime s'immiscer dans les affaires d'autrui et donner des leçons. C'est plus fort que lui. C'est un réflexe néocolonial quand même, ou colonial tout court. De s'immiscer dans les affaires d'autrui, de faire de l'ingérence et de dire au peuple ce qu'il doit faire et même de leur dire qu'on peut éventuellement mettre sous tutelle une partie de nos territoires, comme M. Macron vient d'annoncer en disant qu'il pensait à l'idée, la possibilité d'internationaliser l'Amazonie. Ça sent vraiment le réflexe, le vieux fond colonial. Pourtant, moi j'avais compris que l'honneur et l'estime de soi du peuple français avait été définitivement massacré et enterré sous 5 ou 10 mètres de repentance. J'avais compris que le français avait honte de son histoire, de son passé, de ses crimes, de ses supposés crimes. Moi, je mets 3 milliards de guillemets au terme crime, de ces crimes commis au nom du colonialisme. Moi, j'avais cru que l'estime de soi, que l'identité française avait été définitivement éradiquée, et donc que les conditions d'un nouveau colonialisme ou d'une quelconque renaissance de l'esprit colonial avait été éliminé. Eh bien non, il n'en est rien puisque le peuple français, enfin ce que nous est rapporté par les médias, puis ce qui se voit dans les réseaux sociaux que je fréquente aussi, donc ce peuple français se jette comme un seul homme pour demander l'internationalisation de l'Amazonie, le départ de Bolsonaro et l'intervention internationale pour faire mieux que les Brésiliens dans leur propre territoire. C'est très paradoxal puisque ce même peuple français, la minute suivante, se mettra à genoux, dans quelques jours ou dans quelques semaines. Il se mettra à genoux pour se faire gifler par le premier militant du FLN venu, par le premier héritier des moudjahidines algériens, qui n'a d'ailleurs jamais vu la guerre, puisqu'il a 20 ans ou 15 ans aujourd'hui, mais quand même qui se donnera le droit de parler au nom des crimes du colonialisme français en Algérie. Ce même peuple français se mettra à genoux pour se faire casser la gueule par le premier indigéniste venu. Et on lui dira qu'il n'a rien à dire, rien à penser sur l'Algérie, par exemple. Alors que l'Algérie signifie beaucoup pour la France aujourd'hui, puisqu'il y a peut-être 15% de la population algérienne qui vit en France, puisqu'il y a des liens économiques, financiers, humains entre ces deux pays, par la force des diasporas, et puis parce que la violence traverse la Méditerranée. On l'a vu avec Khalil Kelkal en 95, je crois. On l'a vu avec les attaques du fils du GIA. Et puis on l'a vu là récemment avec les attentats terroristes. La politique algérienne, la situation algérienne, l'état de l'Algérie intéresse la France. Eh bien, dès que le peuple français ou un de ses représentants qui a un peu de bon sens osera faire un commentaire sur l'Algérie, on lui tombera dessus en disant mais attends, tu n'as rien à dire, tu n'es pas légitime pour parler de l'Algérie, sale colonialiste. Alors que on ne lui dit rien, mais on l'encourage à insulter, injurier le peuple brésilien ou le gouvernement brésilien au sujet de l'Amazonie. Donc c'est assez paradoxal. Alors, pour revenir pour revenir à nos moutons, revenir au cœur de notre sujet, je commencerai quand même par prendre 2 précautions. Donc, pour revenir à notre sujet, je prendrai quand même 2 précautions qu'il faut bien faire par ces temps de suspicion généralisée. La première, c'est de dire que, bien entendu, l'Amazonie recule, et bien entendu qu'elle recule fortement, et c'est une tragédie pour l'humanité tout entière. En 1985, l'Amazonie représentait 69% du territoire brésilien, enfin la forêt amazonienne. Aujourd'hui, en 2019, elle représente à peine 59%. De mémoire, on est dans les 100 millions d'hectares qui ont été ravagés pour toujours. Enfin, on ne peut pas dire pour toujours quand on parle de la terre et de la biodiversité, et surtout de la biodiversité amazonienne, on ne la connaît pas assez. Mais il est évident que à
dans la perspective de la vie d'un homme, dans les 20 ou 30 ans qui viennent, il est évident que ces millions d'hectares ne vont pas redevenir ce qu'ils étaient. Que ce soit une forêt ou même une forêt aussi riche que ce qu'elle était avant. Donc c'est une catastrophe et il n'est pas du tout question de la minimiser. Et bien entendu qu'il faut protéger l'Amazonie. Bien entendu que c'est un problème international, au même titre que la forêt de Guinée, ou de Casamance, ou de Malaisie, ou d'Indonésie, ou des Philippines. Car l'oxygène n'a ni couleur, ni certificat d'origine, autrement ça saurait. Je rajouterais d'ailleurs que la forêt marocaine, je ne connais pas la forêt algérienne ou tunisienne, mais je pense que ce n'est pas très différent, la forêt marocaine disparaît à vue d'œil. Cette forêt marocaine qui est un héritage de l'humanité, puisque César et les Romains l'avaient vu côtoyer à l'époque de l'Empire romain, qui était à l'époque une cédrée, donc une forêt de cèdres qui couvrait tout le Moyen Atlas marocain et une grande partie du Haut Atlas, était peuplée de lions, de loups et d'éléphants. Sur les parties sur les plaines, il y avait une forêt de chênes, chênes-liais, chênes verts, qui donne aujourd'hui la Marmora autour de Rabat. Il y avait la forêt d'acacia et d'arganier. Tout ça, ce sont des forêts qui viennent de l'époque où l'Afrique du Nord était beaucoup plus verte, voire d'une époque où le Sahel n'existait pas en tant que Sahel, c'était une savane. Et on pouvait aller à pied et en se rafraîchissant du Sénégal au Maroc sans passer par le désert. Il y avait des cours d'eau, il y avait des lagons, des lacs et tout ça. Il y avait même des crocodiles au Maroc et les Français les ont vus et répertoriés et ils ont disparu dans les années 50. Mais là, c'est une autre histoire. Donc cette forêt marocaine, qui est un legs historique, elle disparaît à vue d'œil et c'est notre protection à nous, Marocains et Français et Européens, contre le désert. Parce que si l'Atlas n'est plus vert, si l'Atlas n'est plus l'Atlas marocain, voire algérien, n'est plus cette barrière végétale tout autant que géologique minérale par rapport au désert, nous sommes cuits. Faut oublier Marbella, Tarifa, l'Andalousie et peut-être même la Corse et le sud de la France. Il y aura des tempêtes de sable, même à Nice. De ça aussi, il faudrait qu'on s'en occupe et de ça aussi, ces problèmes-là aussi, il faudrait les internationaliser. Et ils nous touchent tout autant que le problème de l'Amazonie. Quand je dis nous, je dis Marocains et Européens. Autre précaution, loin de moi l'idée de faire de Bolsonaro un saint. Je ne veux pas faire son apologie, ni même en fournir un portrait lucide et équilibré, c'est dire que mes ambitions sont modestes, parce que c'est peine perdue. Qui suis-je, moi, simple chroniqueur installé dans les tropiques, qui suis-je pour changer l'opinion publique française qui aime détester tout ce qui peut se rapprocher de près ou de loin du patriarche ou du père Fouettard. Nous préférons les joueurs de foot, les clowns et autres humoristiques, et autres, comment on dit en français? Ouais, les clowns, je dirais les clowns et autres, tous ceux les rappeurs, tout ça, tous ceux qui peuvent cracher sur notre mode de vie, nous les préférons de loin à tous ceux qui peuvent représenter un petit peu l'autorité. Mais encore une fois, moi je ne suis pas là pour faire l'apologie, ni même un portrait équilibré, donc contradictoire de M. Bolsonaro. Toutefois, si vous estimez que un président qui se dit pro-Israël, qui veut mettre sa capitale, qui veut mettre son ambassade à Jérusalem, si vous arrivez à estimer que ce type est un type d'extrême droite, d'un fasciste, libre à vous. D'ailleurs, vous m'impressionnez parce que vous vous montrez capable d'administrer, de gérer des contradictions extrêmement tranchées et clivantes. Moi, je n'arrive pas à gérer ce niveau de contradiction. Donc, tant mieux pour vos chapeaux. Moi, je suis moins doué que vous. Donc, je vous disais, il est hors de question de vouloir souhaiter la fin de l'Amazonie, ni sa disparition, ni de défendre Bolsonaro. Mais pour qu'on comprenne ce qui se passe en France, ce qui s'est passé en France autour du G7 et toute cette polémique un peu folle, générée par notre président Macron et puis par toute l'intelligentsia, il faut d'abord prendre une autre précaution de vocabulaire cette fois, puisque tout cela est parti de la gauche brésilienne. Parce que nos chers maîtres prennent leurs informations chez la gauche brésilienne. Et cette gauche brésilienne n'a rien à voir avec la gauche française, avec le PS et les filles ou même le PCF. C'est une gauche qui a quand même à son actif le plus grand scandale de corruption de tous les temps. Vous remontez même à Attila ou aux invasions barbares de Rome, vous ne trouverez pas pire. Le scandale Petrobras.
C'est une gauche, notamment dans le cas du Parti des travailleurs, qui a tous ses trésoriers, tous, hein. Ils sont en prison, ou sont en prison ferme ou domiciliaire, tous. D'accord? C'est une gauche qui n'a jamais renié le stalinisme, ne s'est jamais excusée des crimes de l'Union. Elle s'est jamais même distanciée des crimes de l'Union soviétique. C'est une gauche qui a défendu Chavez et Maduro, quand même des régimes fortement bénéfiques à leur peuple. Je vous rappelle qu'il manque du lait et de l'eau potable aujourd'hui au Venezuela. Pour tous ceux qui ont mis les pieds, c'est hallucinant de voir un pays aussi riche où l'eau est disponible à 50 cm de profondeur, manquer de denrées de base, quoi. Vous crachez au Venezuela, vous avez un bananier qui pousse. C'est une gauche qui ne s'est jamais désolidarisée des crimes des FARC, qui quand même ont pratiqué pendant 50 ans l'avortement de masse. Je dis bien l'avortement de masse des combattantes FARC, de leurs guerrières FARC, qui pour la plupart sont des enfants kidnappés à leurs parents. Donc ce sont des enfants soldats qui, par la force des choses, tombent enceintes, puisque quand elles deviennent adolescentes ou jeunes femmes, eh bien, elles sont obligées d'avorter systématiquement. Eh bien, c'est cette gauche-là qui a des relais très intelligents et très brillants en France, soit des Brésiliens, soit des relais français, dans les milieux universitaires, journalistiques, artistiques et culturels, et tant mieux pour eux, ils font un très bon travail de communication ou de propagande, pour être sûr. Et c'est cette gauche-là qui alimente nos chers maîtres. Et cette gauche-là, elle a tout intérêt à diaboliser Bolsonaro. Évidemment, le personnage n'est pas tout à fait, c'est pas un saint, mais la gauche qui a autant de gamelles, qui a autant de scandales de corruption, de scandales moraux à son crédit, eh ben cette gauche-là a l'intérêt à faire passer son ennemi pour le Troisième Reich. Et il y arrive très bien, puisque la plupart des Français estiment que l'ennemi de la gauche brésilienne, c'est-à-dire M. Bolsonaro et son régime, est une réincarnation du Troisième Reich en Amérique latine. Bon, alors pourquoi nos chers élus, nos chers maîtres sont tels, enfin, on dit les élus, nos chers élus progressistes, parce que tous nos élus ne sont pas de cet acabit-là, pourquoi nos chers maîtres sont tellement crédules? Et pourquoi ils gobent ces bêtises et cette intoxication? Eh bien, parce qu'ils ont le rêve secret de voir triompher en Amérique du Sud le communisme qu'ils ont eux-mêmes trahi. Il faut bien voir que nos chers intellectuels ont soutenu le maoïsme en Chine. Ils ont pas eu raison puisque la Chine a abandonné le maoïsme. Ils ont soutenu le communisme en Cambodge avec Pol Pot. Nous connaissons le résultat. Ils ont soutenu le communisme dans l'Empire soviétique. Les peuples s'en sont libérés. Et bien, il ne leur reste plus que Cuba. Cuba et éventuellement l'Amérique du Sud, où effectivement une théorie communiste revisitée a des réelles chances de s'instaurer. Pour des raisons qu'il serait fastidieux de décrire ici, mais regardez le succès du communisme ou du socialisme bolivarian, comme l'appelle Chavez, au Venezuela. Ça fait quand même 20 ans que ça dure. Et le régime ne tombe pas, peut-être parce que le peuple, ou une partie du peuple, en tout cas ceux qui sont restés, ils sont suffisamment nombreux, veulent ce régime-là, ou sont d'accord avec lui, ou ne le trouvent pas intolérable. Donc il y a dans une partie de nos élites cette espèce de culpabilité, de rêve secret de voir Lula triompher et de voir le Chavez, Maduro, le communisme fonctionner dans les pays d'Amérique du Sud et résoudre ce qu'il n'a pas pu résoudre ailleurs, c'est-à-dire défendre la nature. C'est une bonne blague, hein. Le communisme est le plus grand ennemi de l'écologie, mais bon. Donc défendre la nature, préserver la biodiversité, en même temps réduire les inégalités et en même temps créer de la richesse. Bon, autant d'oxymores quand on connaît un peu le communisme, mais bon, ça passe encore. Et puis chez les politiciens, ceux qui sont en place, quand ce n'est pas ce rêve secret de faire advenir le communisme en Amérique du Sud, eh bien, il y a tout simplement l'inculture, parce que l'Amérique du Sud, c'est très loin. Ça ressemble quand même à l'Europe, à l'Espagne, au Portugal, peut-être un peu à l'Italie, et on se dit finalement qu'on la connaît, et on fait confiance aux clichés, au lieu de travailler. Voilà. Vous me direz qu'on ne connaît même plus le Maghreb, alors que nous avons une diaspora maghrébine de peut-être 8 millions, 10 millions d'habitants en France. Donc effectivement, il est normal qu'on ne connaisse pas l'Amérique du Sud. C'est à la limite pardonnable. Donc Macron dans tout ça, notre président dans tout ça, eh bien c'est un progressiste, hein, et c'est un progressiste qui est comme tous les progressistes, enfin c'est un progressiste quand même qui est abouti. C'est-à-dire qu'il est paradoxal. Il promeut le capitalisme le plus libéral,
c'est son côté pragmatique et qui, à moi, me déplaît pas. Moi, je trouve que... Enfin, le candidat Macron, quand il parlait seulement d'économie au début du mouvement En Marche, moi, je signais en bas d'à peu près de tout ce qu'il disait. Hein. Et même aujourd'hui, au niveau économique, je suis pas dans l'opposition, forcément. Mais sur le plan politique, il promeut des idées qui vont ruiner la richesse et la qualité de vie et le bien-être des gens qui vont accumuler l'argent. Puisque M. Macron travaille pour le peuple français, oui, d'accord, mais il travaille surtout pour une partie du peuple français qu'il a élu. À la limite, moi, ça ne me gêne pas. Sauf que l'argent et les richesses que cette catégorie du peuple français qui a droit de citer, hein, c'est pas parce qu'ils sont des bourgeois qu'il faut les tuer, non. Ils ont le droit de citer, ils paient des impôts de toute façon, ce sont des citoyens. Donc, mais l'argent que ces gens-là vont accumuler, les richesses et leur prospérité, eh bien, ils ne pourront pas, en profiter puisque Macron et les politiques progressistes créent les conditions d'un désordre social qui va attaquer d'abord les riches. Faut pas rêver, hein. Quand vous importez par milliers les déshérités, les damnés de la terre sur votre territoire, sans même vérifier leurs empreintes, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Open Arms et ce délire là des frontières ouvertes, eh bien vous importez fatalement des criminels et des délinquants et des gens qui vont attaquer l'argent là où il est. Donc il n'y a plus de quartier tranquille, il n'y a plus d'îlots de sécurité en France, ni même à Courchevel ou à Monaco ou même en Suisse. Hein. L'Europe n'est plus un territoire où on peut profiter de son argent, dans l'art de vivre, dans la tradition, avec une certaine sérénité. Ça, c'est fini. Et c'est ce que j'appelle donc le progressisme paradoxal, puisque maintenant, pour vivre de son argent, et encore une fois, je n'ai rien contre l'argent et l'enrichissement, ni contre le capitalisme ni le libéralisme, et bien maintenant, pour vivre de son argent, il faut peut-être aller, je sais pas moi, à Singapour ou à Dubaï, qui sont tous des pays progressistes. Je ne veux pas encore faire le procès ici, Singapour et Dubaï, j'ai assez d'ennemis comme ça, mais vous suivez bien mon regard. Donc, ça, c'est on va dire, le fondement, on va dire, idéologique de notre cher président et de son équipe. Ce progressisme-là paradoxal, c'est à la fois une volonté de puissance, allez, pour employer des mots savants, c'est la puissance du capitalisme, c'est la puissance des winners, c'est la puissance des plus forts, pourquoi pas, c'est vieux comme le monde, mais c'est aussi une soumission à des idéaux de gauche, de la gauche la plus rance, mais surtout la plus détestable, c'est-à-dire la gauche qui détruit la société par toute une série de mesures tout à fait suicidaires. Et ça donne le G7 de Biarritz, où on a l'impression que le président et son équipe sautent sur n'importe quel élément de langage, parce que ces gens-là, ils réfléchissent, ils sont pas bêtes, mais ils ont besoin de beaucoup d'éléments de langage qui sont un oxymore, une antithèse de la pensée. C'est-à-dire qu'on leur donne des phrases comme ça, des punchlines qui viennent de la gauche brésilienne, transmises par ces relais en France, comme je vous l'expliquais, et qui sont tout à fait hallucinantes. Donc l'idée de critiquer, l'idée de s'indigner qu'il y ait des feux de forêt en Amazonie en pleine saison sèche, c'est se prendre pour Dieu quand même. L'idée de dire que l'Amazonie brûle au Brésil, c'est pas bien, alors que quand elle brûle du côté bolivien, on dit rien, on se tait. C'est dans l'ordre des choses. L'idée de s'indigner de la déforestation en Amazonie et pas en Colombie. Parce qu'effectivement, en Colombie, ceux qui cassent les arbres, qui les brûlent, ce sont les FARC et les guerriers d'extrême gauche pour planter la coca. Et quel parti de gauche d'Europe va critiquer ses copains d'extrême gauche mais ils n'ont même pas besoin d'être ses copains, hein. Ça fait partie de la culture. Et ils ne vont jamais critiquer quelqu'un qui fait partie de leur front uni contre l'oppression. Vous verrez rarement un parti de gauche critiquer un parti d'extrême gauche. C'est comme ça, ça fait partie de leur force. Bon, du G7, tout le monde en a parlé suffisamment. Ce que je voudrais juste vous dire, c'est j'ai quand même vérifié ma thèse pour pas confondre mes sentiments avec mes idées, quand même vérifier ma thèse sur d'autres cas. Parce que si ma thèse était fausse, Macron et les progressistes auraient été des fervents, on va dire, ils auraient été des opposants implacables de certains régimes arabes ou musulmans ou islamiques. Après tout, vous voyez du côté de l'Arabie Saoudite ou des États du Conseil de coopération du Golfe, sans les nommer, vous voyez toute une série d'atteintes aux droits de l'homme, à l'environnement évidemment, mais ça, tout le monde s'en fout hein,
dès qu'il s'agit de Dubaï ou des Émirats ou du Qatar, les préoccupations environnementales, tout le monde s'en fout. Comme faire des stades de foot valables 1 mois ou 2 mois le temps de la Coupe du Monde. Ça, pour le coup, on n'est plus dans le développement durable, hein. Et même au niveau des droits de l'homme, je pense que ça saute aux yeux quand même. Les champions du monde des décapitations, des crucifixions, des lapidations, c'est quand même l'Arabie Saoudite. Bien avant la Chine, hein. Pas mal quand même. Eh bien, silence total de M. Macron et de nos amis progressistes, parce que, comme je vous l'ai dit, ils sont à la fois volonté de puissance au niveau économique, et là je leur tiens mon chapeau, je suis même assez d'accord avec eux sur leurs orientations, mais aussi soumission à des idéaux de gauche, à des idées de gauche tout à fait dépassées et toxiques, et qui font qu'ils se soumettent devant la barbarie d'autrui, du moment qu'il n'est pas européen d'Europe occidentale. Voilà. Par contre, dès que quelqu'un qui a un fond judéo-chrétien ose remettre en cause le statu quo, suivez mon regard, hein, Trump, Salvini, Bolsonaro et autres, eh bien, il est attaqué par, comment on dit, hein, les orgues de Staline, hein, il prend un tir de barrage. Merci beaucoup. Et continuez à me suivre et surtout à diffuser cette parole, même si vous n'êtes pas d'accord forcément avec tout ce que je dis, puisque je navigue à contre-courant, et les gens qui naviguent à contre-courant se font rares par ces temps-ci. Nous sommes une espèce en voie d'extinction, alors aidez-nous.